1618. L'Europe se trouve au bord de la guerre la plus destructrice de son histoire. Un cataclysme qui durera 30 années et embrasera tout le continent. Viols, massacres et rumeurs de cannibalisme hanteront les terres. Guerre, famine et peste décimeront des populations entières. Hommes, femmes, enfants, soldats et civils, personne ne sera épargné dans ce conflit dont l'ombre plane encore sur l'histoire européenne jusqu'à nos jours. 100 années après la réforme protestante qui a divisé la chrétienté en camps rivaux, l'Europe est profondément fragmentée. De nombreux souverains du Nord ont embrassé les enseignements protestants inspirés par Martin Luther. Au Sud, la plupart restent fermement catholiques et fidèles au pape de Rome. La suspicion, les troubles et les violences sectaires se propagent comme un virus à travers tout le continent. En Angleterre et en Écosse, le roi protestant Jacques Ibbe craint une résurgence du catholicisme. En France, les autorités catholiques s'inquiètent de la subversion protestante. Les Néerlandais protestants luttent désespérément pour leur indépendance face à l'Espagne catholique, un conflit brutal qui dure déjà depuis plus de 50 années. Mais les divisions sont les plus profondes au sein du Saint-Empire romain germanique. Il ne s'agit pas d'un royaume unifié, mais d'une véritable mosaïque de royaumes, de principautés et de duchés, dont beaucoup formeront un jour l'Allemagne moderne. Chaque mini-État possède son propre gouvernement, mais tous sont placés sous l'autorité de l'empereur du Saint-Empire romain germanique, une figure symbolique élue par 7 puissants princes et archevêques. Pendant des siècles, ce rôle a été détenu par un membre de la dynastie des Habsbourg, qui contrôle de vastes territoires comprenant l'Espagne et ses colonies d'outre-mer. Les empereurs sont de fervents catholiques, mais leur Saint-Empire est aussi divisé religieusement que le reste du continent. Depuis un traité de 1555, la paix religieuse repose sur le principe. À qui appartient le royaume, à qui appartient la religion. Autrement dit, tous les sujets doivent suivre la foi de leur souverain, mais imposer une croyance d'en haut est impossible à appliquer. Le Saint-Empire romain germanique est une poudrière prête à exploser. Les premières étincelles jaillissent en Bohême. La noblesse locale est religieusement diverse et farouchement indépendante. Mais la Bohême est sous la domination directe du roi Ferdinand, un Habsbourg, catholique intransigeant. Il annule les concessions religieuses et démolit les églises non catholiques. Ces provocations délibérées exaspèrent les nobles et les réformateurs de Bohême. En mai 1618, ils acculent 2 ministres de Ferdinand au château de Prague, les soumettent à un procès sommaire et les précipitent, ainsi que leur secrétaire, du haut d'une fenêtre. Les 2 ministres, Wilhelm Slavata et Jaroslav Borzita, survivent à la chute. Selon la tradition, leurs alliés catholiques affirment que des anges les ont sauvés, tandis que les rebelles protestants prétendent qu'ils ont atterri dans un tas de fumier. Une chose est sûre, la Bohême est en rébellion ouverte contre la domination catholique impériale. C'est le premier acte de violence d'un conflit qui deviendra bientôt le plus meurtrier que l'Europe ait jamais connu. En août 1619, enhardis par leur victoire, les Bohémiens déposent Ferdinand et le remplacent par l'un des leurs, qu'ils couronnent roi Frédéric. Mais coup de théâtre. L'empereur du Saint-Empire romain germanique meurt et Ferdinand est élu empereur le même mois. La révolte locale des Bohémiens est désormais considérée comme un acte de trahison envers l'autorité impériale. En novembre 1620, une force d'élite de la Ligue impériale et catholique affronte l'armée rebelle indisciplinée à la Montagne Blanche, près de Prague. Les combats sont brefs mais sanglants. En un peu plus d'une heure, 1000 soldats protestants sont massacrés. Le jeune mouvement d'indépendance bohémien semble anéanti. Après sa victoire, l'empereur Ferdinand, inflexible, réprime sévèrement. Les chefs rebelles sont arrêtés et exécutés publiquement. Mais le conflit est loin d'être terminé. Les forces catholiques déferlent sur le Palatinat et, avec l'aide des Espagnols, passent 3 années à écraser toute résistance. Les flammes de la guerre de religion commencent à embraser le continent. En 1625, Christian IV, roi du Danemark et duc de Holstein, déclare la guerre à Ferdinand et marche vers le sud. C'est une offensive préventive pour consolider son emprise sur l'Allemagne du Nord. Les forces de la Ligue catholique marchent vers le nord pour affronter les Danois. Elles sont menées par 2 commandants de génie, Johann Serklas, comte de Tilly, et Albrecht von Wallenstein, commandant de l'armée impériale. Wallenstein est un protestant bohémien, mais aussi un mercenaire réputé pour son ambition démesurée. Tous 2 sont des héros de la victoire de la Montagne Blanche. Pendant 3 années, les forces catholiques repoussent les Danois hors d'Allemagne. Le roi du Danemark n'a plus aucun espoir de victoire. En 1629, il capitule face aux catholiques. La même année, Ferdinand renforce la suprématie catholique en publiant l'édit de restitution, un document qui freine la progression du protestantisme. Cette mesure incendiaire est totalement inacceptable pour les protestants. Même les catholiques les plus fidèles sont consternés. Une violente tempête se prépare au nord. Le roi Gustave Adolphe de Suède, luthérien fervent, craint la présence des Habsbourg en mer Baltique. Il fait voile vers le sud, en Poméranie, en juillet 1630. Il rallie rapidement plusieurs États d'Allemagne du Nord à sa cause. Une ville s'allie volontairement avec lui. Magdebourg, ville protestante. La réaction des forces catholiques, désormais commandées par le comte de Tilly, est terrible. En mai 1631, Tilly prend Magdebourg d'assaut. Selon le maire de la ville, la cité fut livrée au meurtre
aux incendies, au pillage et à la torture. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants innocents furent massacrés. Plus ce massacre insensé devient un puissant outil de propagande pour la cause protestante. Des pamphlets et des lettres illustrées circulent, relatant les horreurs et alimentant un cycle de violentes représailles. L'intervention suédoise déclenche les horreurs kaléidoscopiques de la guerre de 30 ans. Gustave Adolphe est un innovateur militaire. Ses tactiques agressives, avec des unités plus petites, plus d'armement à feu et une artillerie légère intégrée, confèrent à son armée une rapidité et une efficacité redoutables. Ces améliorations lui valent le titre de père de la guerre moderne. En septembre 1631, l'armée suédoise, renforcée par des troupes saxonnes, affronte le comte de Tilly près du village de Breitenfeld. Gustave exploite une brèche dans les lignes catholiques par une contre-attaque dévastatrice. Tilly est pris au dépourvu. Ses rangs se désagrègent et fuient, laissant au moins 7000 morts sur le champ de bataille. Breitenfeld est une victoire écrasante pour Gustave. Au printemps suivant, les Suédois pénètrent en Bavière. À Reims, Tilly tente de les arrêter, mais échoue et le vieux général catholique est mortellement blessé. L'empereur Ferdinand se tourne alors vers Wallenstein. En juillet 1632, Gustave remonte vers Nuremberg. Wallenstein installe son camp non loin. Les deux camps peinent à trouver de la nourriture et sont ravagés par la famine. Wallenstein lève le camp pour parcourir la Saxe à la recherche de provisions. Gustave le suit et engage le combat près de Lutzen. Il a besoin d'une victoire rapide, mais un épais brouillard compromet son plan. Dans la confusion, Gustave mène une charge de cavalerie, se perd dans le brouillard et trouve la mort. La cause protestante est ébranlée par la perte du Lion du Nord. Cet hiver-là, les troupes suédoises sont mutines et désespérées. Mais Wallenstein retient ses forces à l'est. En janvier 1634, l'empereur Ferdinand apprend que Wallenstein a négocié sa propre paix séparée. Il est déclaré traître, acculé par les officiers impériaux à son quartier général et assassiné. C'est la fin d'une époque. 3 Graméens sont morts, Tilly, Gustave Adolphe et Wallenstein. 1635. La guerre dure depuis 17 années. Des centaines de villages allemands sont en ruine. Les pénuries alimentaires sont chroniques. Les rapports sur le cannibalisme se multiplient. Des soldats assiégés dévorant leurs camarades morts, des femmes mangeant leurs propres enfants. Des années de pillage, de banditisme et de guerre ont plongé les populations partout dans le désespoir. Le cardinal de Richelieu, premier ministre français d'un pragmatisme implacable, finance depuis des années les forces anti-Habsbourg. Bien que catholique, la France est encerclée par les possessions des Habsbourg, une grave menace stratégique. Il s'engage désormais dans un conflit ouvert et déclare la guerre à l'Espagne. 1643 sera une année charnière. En mai, Louis de Bourbon, duc d'Enghien, âgé de 21 ans, écrase une armée espagnole à Rocroi. C'est l'une des plus grandes victoires militaires de la France, qui sécurise sa frontière nord. Des pourparlers de paix ont débuté dans les villes westphaliennes d'Osnabrück et de Münster. Tous aspirent à la paix, mais chacun cherche une position de force, garantissant que les négociations et la guerre se prolongent de 5 années supplémentaires. En mai 1648, la dernière armée impériale est anéantie à Zusmarshausen. Les survivants se replient vers le sud, laissant la campagne bavaroise en proie au pillage et à une violence aveugle. Une force suédoise distincte marche vers Prague et capture Jaroslav Borzita, l'un des hommes jetés du château 30 années auparavant. Mais les Suédois ne parviennent pas à prendre la ville. Les deux camps sont épuisés. En novembre 1648, après 5 années de négociations, la paix est enfin signée. Les conditions: l'indépendance des Pays-Bas vis-à-vis de l'Espagne, ainsi que celle de la Suisse. Une plus grande tolérance religieuse en Allemagne. Aucune conversion forcée des sujets ne sera tolérée, sauf dans les territoires sous domination directe des Habsbourg. Et des concessions territoriales. La France reçoit l'Alsace, tandis que la Suède obtient la Poméranie occidentale et 3 ports allemands importants. Après 30 années de guerre, c'est une paix acceptable pour tous. La guerre de 30 ans fut un désastre sans précédent dans l'histoire de l'Europe. Une révolte locale pour les droits religieux qui raviva d'anciennes rivalités et se nourrit d'ambitions personnelles, jusqu'à ce que presque toute l'Europe se retrouve en guerre. On estime que 5 à 8 millions de personnes périrent, principalement de famine et de maladies. Les régions les plus touchées perdirent près des 2/3 de leurs habitants, un cinquième des Allemands périrent, une proportion bien plus importante que lors des 2 guerres mondiales. Le traité de Westphalie est souvent considéré comme un tournant dans l'histoire mondiale. La première conférence de paix internationale laïque moderne est une étape majeure vers l'émergence des États-nations européens. Pendant 3 siècles, cette guerre resta un exemple terrifiant de la façon dont un simple acte de résistance violente pouvait dégénérer en une guerre totale d'une violence insensée, un avertissement qui, en fin de compte, est resté lettre morte.